Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Alors, je vais commencer. Donc, Madame l'adjointe au sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de la Culture, Monsieur le représentant du directeur général des patrimoines. Alors, normalement, on avait quelqu'un qui représente le recteur qui va arriver, le recteur délégué à l'enseignement supérieur à la recherche, et Madame la représentante du directeur régional des affaires culturelles. Mesdames et messieurs, les enseignantes, chercheurs, je suis émue de vous accueillir à l'école d'architecture de Lyon. Alors je suis émue parce que vous représentez, j'allais dire, le futur des disciplines de l'architecture, mais j'ai oublié de présenter Marion, parce que Marion était à côté de moi, donc je suis un peu émue. Marion, mais ça va? oui, ouais, ça va. Marion, donc, Marion Perrault est arrivée depuis le 14 février. Elle est directrice de la recherche et des partenariats à l'école d'architecture de Lyon. Et pourquoi je suis émue, c'est parce qu'elle occupe le poste que j'occupais quand je suis venue avec les collègues du MAP CRE ici il y a 10 ans. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Donc je voulais simplement vous dire que je suis très contente et que ces rencontres-là, finalement, c'est la deuxième fois qu'on vous accueille à Lyon. Et alors, je n'ai pas remonté l'historique complet, ça vous le ferez bien mieux que moi. Simplement, je voulais vous dire que ce qui montre bien qu'on est dans les disciplines qui vont fonder et qui nous donnent bon espoir de fonder l'architecture qui vient, c'est la nomenclature HCERS. Alors, j'ai pris quelque chose de très prosaïque, en fait. Donc, j'ai pris la nomenclature HCERS du MAP. Voilà. Et j'ai lu Espace, environnement et société, aménagement et urbanisme, architecture, sciences et technologies de l'information et de la communication. Avec tout ça, en fait, à mon avis, plus vos compétences, on est blindé pour affronter l'avenir. Donc, bienvenue. Mille excuses à Marion. Merci à Hervé, cher Hervé. Et puis, merci à Livio aussi pour l'organisation. Merci au directeur. Et bons travaux. Voilà. Merci Sophie, merci Marion de votre mot de bienvenue. Effectivement, la dernière fois qu'on est venu ici, ça remonte au 4 avril 2013, donc il y a 9 ans. Il y avait déjà des têtes qui venaient de l'extérieur, qui sont restées ici. Je pense à Kevin. Voilà. Et effectivement, Sophie est revenue aussi sur les traces des premiers méfaits. Je suis ravi de vous accueillir tous aujourd'hui. En 3D, voire en 4D pour certains. En tout cas, de briser le cercle infernal des visioconférences qui nous réunissent maintenant tous les mois là, pour la construction du bilan de l'HCERS. C'est mieux de vous voir en vrai, quoi. Je remercie les services de l'école de nous avoir épaulés, alors toute la direction de la recherche et des partenariats, avec Marion, Caroline, Émilie, et puis le service de l'audiovisuel. Vous entendez Carlos là-haut qui est aux manettes, qui opère, et Dimitri, notre 25% artistique au laboratoire, qui a imprimé les posters qui sont en face. Voilà, et toute l'école en clair qui nous a aidés à monter, à organiser tout ce séminaire. Je dirais rien de plus parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Encore une fois, je suis ravi, très heureux de vous accueillir ici. Et j'ai oublié de citer aussi des amis de longue date, Jean-Yves Toussaint, Gilles Jequière qui nous rejoindra, qui sont les directeurs du LABEX IMU, qui nous soutient, qui nous accompagne depuis longtemps, donc qui nous a fait le plaisir de venir assister à cette séance de cet après-midi. Et puis Philippe, un ancien du MAP, qui est passé par le CRE, qui est passé par ARIA, qui mène maintenant sa vie à l'école d'architecture de Grenoble. Voilà, donc un panel des représentants de l'univers lyonnais et régional qui nous accompagnent depuis fort longtemps et que je salue maintenant. Je laisse la place à Livio, notre honorable et honoré directeur, pour la poursuite des travaux. Bon après-midi. Merci Hervé et à toute l'équipe Maparia pour cet accueil, pour organiser ce séminaire. C'était vraiment important, je pense, pour nous toutes et tous, de revenir en présentiel à échanger en se regardant dans les yeux
avec ce magnifique effet de profondeur hein, qui suggère les dimensions. On peut en rajouter d'autres, certes, au-delà de la 3D. Merci surtout effectivement à tous ces jeunes qui ont contribué au long de ces années au projet scientifique du MAP. Et je tiens à remercier en particulier les jeunes pour la simple raison que constituent l'avenir hein, de ce laboratoire. Et surtout, ils alimentent ce projet avec leur curiosité, avec également cet esprit d'ouverture qui se manifeste de différentes manières. J'observe les trajectoires des jeunes doctorants ou des jeunes chercheurs qui sont de plus en plus confrontés à la construction d'interfaces disciplinaires avec d'autres sphères, d'autres champs. Et ce qui était très probablement une caractéristique du MAP dès le début hein, de sa fondation, notamment ne serait-ce que par son caractère interdisciplinaire, mais cette caractéristique est devenue aujourd'hui un véritable moteur qui permet à ces laboratoires de se positionner non pas seulement sur des sphères disciplinaires émergentes, mais qui permet à ces laboratoires également de compter dans des processus de structuration des champs des recherches, et notamment par rapport aux intitulés hein, qui ont été nommés, déjà indiqués du référentiel HERS. Il y en aurait d'autres. Hein. Il y en aurait d'autres, notamment sur lesquels le laboratoire se positionne et que ne sont pas encore suffisamment consolidés sur le plan institutionnel. Alors, ceci a toujours été vécu comme une difficulté pour ceux qui font de la recherche interdisciplinaire, et c'est le cas de tous les chercheurs et chercheuses du MAP, mais c'est également une force. Et je pense que nous avons les devoirs hein, pour les jeunes qui viendront après nous de constituer les cadres pour continuer justement ce travail à interface. Et donc, je tiens à indiquer à quel point nos tutelles nous ont accompagnés dans ce travail de construction d'un champ, également de reconnaissance au sein des différentes instances d'évaluation, et notamment le ministère de la Culture, bien sûr, via la direction de l'architecture, également via la direction générale des patrimoines, qui nous a permis de construire un parcours d'ouverture vers les sciences du patrimoine, et bien entendu le CNRS, via l'INSHS, qui nous a systématiquement ouvert à des confrontations avec d'autres disciplines, notamment dans le cadre d'action de la mission interdisciplinaire donc du CNRS. Merci à tous et à toutes, et je laisse la parole à Pascal Liévaux, et puis à Stéphanie Vermersch, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui fera un message par visio. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Livio. Merci de m'avoir invité à ce séminaire. C'est vrai, il y a 10 ans presque que nous nous trouvions ici pour un précédent séminaire dans cette belle école d'architecture. Il y a encore plus de temps que j'ai vu arriver au ministère de la Culture aux côtés de Michel Florenzano, un jeune chercheur italien, sur lequel nous avons décidé de miser. Tu n'avais pas soutenu ta thèse encore, si j'ai bonne mémoire. Et je pense que quand même, tout le parcours qui a été réalisé depuis lors te doit beaucoup. Et doit beaucoup aussi à ton sens du collectif. Et on voit que cette dynamique qui existe aujourd'hui au sein du MAP, partant d'une intuition géniale de Michel Florenzano, et aboutit aujourd'hui à faire de ce laboratoire multisite un acteur majeur dans le domaine de mes compétences, qui est celui du patrimoine, un acteur majeur des sciences du patrimoine que tu as évoqué à l'instant. Et un acteur qui joue collectif aussi avec tout le paysage institutionnel, à commencer par Marseille avec le laboratoire commun mis en place avec le CICRP, qui est une structure dans laquelle le ministère de la Culture investit beaucoup. Au niveau national, notamment avec la Fondation des sciences du patrimoine,
Et puis au niveau européen et international, avec les nombreux projets européens qui sont menés au sein du MAP. Je ne vais pas être long, simplement quand même pour évoquer deux choses. La première, c'est tout le travail qui est réalisé autour du chantier de Notre-Dame, autour du chantier scientifique de Notre-Dame, avec une forte implication du MAP dans ses différentes composantes. C'est un chantier duquel le ministère de la Culture attend beaucoup, puisque c'est finalement l'occasion de mettre en œuvre in vivo, si je puis dire, des recherches qui ont été menées au sein de ce laboratoire, notamment pour ce qui est de la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui la cathédrale numérique de Notre-Dame, qui est un lieu, est conçu comme un lieu de conservation, mais aussi d'échange des données produites par des acteurs très différents, aussi bien par les institutions auxquelles ils appartiennent que par les champs scientifiques qui sont les leurs. Et je suis convaincu que dans les années qui viennent, on va pouvoir extrapoler cette expérience à d'autres édifices. On voit à quelle vitesse on perd la mémoire sur les opérations qui sont menées sur tel ou tel monument. Et on a vraiment besoin de lieux d'organisation de la documentation qui soient pérennes et collectifs. Et je pense que c'est ce qu'on va arriver, grâce au MAP, au sein du groupe de travail donné du chantier scientifique de Notre-Dame, à mettre en place. L'autre aspect, c'est l'aspect justement de gestion des données au niveau national, avec le très beau projet Espadon, dans lequel le MAP est fortement impliqué, avec en perspective le projet européen de cloud européen du patrimoine, dans lequel, grâce à tout ce qui a été réalisé au sein du MAP et avec les partenaires du MAP, je pense que notre pays peut jouer un rôle vraiment déterminant. Et je pense que nous devons fermement nous engager dans ce projet qui ouvre des perspectives vraiment stimulantes, non seulement pour la recherche, mais aussi pour les professionnels du patrimoine, que ce soit les musées, que ce soit les sites historiques, les sites archéologiques ou les archives. Et puis peut-être un aspect qui est de plus en plus présent à l'esprit de tous, c'est la question du développement durable et de l'impact écologique de toutes les données numériques que nous pouvons produire. Et là, je pense que le MAP peut aussi apporter sa contribution dans les années qui viennent, parce que c'est vraiment un questionnement qui est de plus en plus fort. Et certes, le numérique, c'est un outil merveilleux de compréhension, de gestion et de transmission de l'architecture et du patrimoine, mais c'est aussi potentiellement un domaine qui peut contribuer à la pollution. Et là, je pense que des travaux sérieux sont tout à fait nécessaires. Donc voilà, je m'arrête là, simplement pour dire que je suis très heureux d'être avec vous et j'ai hâte de vous entendre. Merci. Stéphanie, est-ce que tu es connectée? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ah, super, oui. En fait, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, c'est ça? On te voit et on t'entend. Ah, d'accord. Mais moi, je ne Merci. vous vois plus, du coup, c'est très frustrant. Bon, Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais essayer de faire. J'ai moi-même en miroir, c'est un petit peu troublant, en fait. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, il y a une série de vents contraires, voilà, qui ont fait que c'était décidément difficile pour moi d'être là en chair et en os, mais j'espère me rattraper prochainement. Alors, quelques mots à mon tour, donc en tant que CNRS, en tant qu'INSHS, pour dire que quand je suis arrivée à l'INSHS il y a 4 ans, donc à l'Institut national des sciences humaines et sociales, je connaissais le MAP en fait comme DU, parce que j'étais directrice d'une unité qui était également sous tutelle à la fois du ministère de la Culture et du CNRS. Et donc, entre DU, on se rencontrait régulièrement, mais pour être franche, on discutait plutôt de nos malheurs et de tous les problèmes qu'on avait. On discutait assez peu de nos points d'excellence. Et donc, en fait, je savais que le MAP était
une unité dans le paysage. Je connaissais un peu Michel Florenzano et j'en avais entendu parler, mais pas plus. Et quand je suis arrivée comme directrice adjointe à l'Institut, je me suis occupée donc des unités de ce qu'on appelle la section 39, espace, territoire, société. Et on m'a assez vite expliqué que le MAP était une unité un petit peu à part entière dans ce portefeuille de 25-26 unités et que c'était une unité de niche. Et qu'à ce titre-là, c'était une unité tout à fait de qualité et particulière. C'était très bien d'être une unité de niche pour le CNRS. Alors, qu'est-ce que c'était une unité de niche? Une unité de niche, c'est une unité qui a un créneau de recherche qui est bien identifié, qui excelle dans ce créneau et qui est une des seules à occuper le créneau qu'elle occupe et à l'occuper aussi bien. Alors, j'ai assez vite compris effectivement en quoi c'était bien d'être une unité de niche pour le CNRS et à vrai dire, depuis 4-5 ans, cette qualité du MAP ne s'est jamais démentie. Alors, pourquoi c'est bien d'être une unité de niche pour le CNRS? Parce qu'en fait, le CNRS aime à se concentrer sur des domaines dans lesquels il est le seul à œuvrer. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il est en recherche des domaines dans lesquels il est le seul à œuvrer. Alors ça, c'est pour des raisons qui sont notamment des raisons scientifiques. Si on est 10 à labourer le même champ, on sait très bien, on le sait de mieux en mieux aujourd'hui. Assez rapidement, le champ s'épuise et n'est plus tellement fertile, alors que si on répartit le travail de façon un peu plus égalitaire, en général, on arrive à faire des choses plus riches, plus intéressantes et qui durent plus longtemps. Donc, on a tout intérêt à se répartir les choses. Et en l'occurrence, effectivement, le CNRS aime bien concentrer ses forces sur des domaines d'activité dans lesquels il représente des forces importantes. C'est pas anodin si en termes de priorité disciplinaire, l'INSHS soutient notamment beaucoup l'archéologie et l'anthropologie. C'est parce que ce sont des domaines qui disciplinairement sont très dépendants des forces que le CNRS y met. Donc voilà, on aime bien se concentrer sur ces lieux-là et on s'investit avec d'autant plus d'applications et on reste dans les domaines dans lesquels on sait qu'on constitue des forces importantes. Et le MAP a su trouver justement ce domaine où il est le seul ou un des seuls à faire aussi bien ce qu'il fait. Et ça lui permet d'être soutenu, notamment par l'INSHS. Et en plus, il a investi des domaines qui sont, là Pascal vient un peu d'en parler, et Livio aussi, mais entre la modélisation, l'architecture, le patrimoine et l'interdisciplinarité, qui n'est pas un créneau facile, mais qui est porteur, et je l'espère dans les années à venir, de plus en plus porteur. C'est vrai qu'il y a là une qualité et une place tout à fait privilégiée du MAP, à la fois au sein de la section 39 et puis de l'INSHS et du CNRS. Ensuite, je dirais que c'est important cette histoire de niche et d'identité, en fait, parce qu'avoir une identité, c'est pas le cas de tous les laboratoires, d'avoir une identité, de la connaître. On encourage les unités à avoir conscience de leurs forces et à se concentrer sur les forces qu'elles ont. Une identité, ça permet d'être visible, ça permet de savoir qui on est, ça permet de générer un sentiment d'appartenance et ça, c'est extrêmement important dans la vie d'une unité et pour la réussite d'une unité et des projets d'une unité, que chacun des chercheurs sache pourquoi il est là, ce qu'il fait là et à quel collectif il appartient. Et ça a été souligné, mais c'est vrai que la dimension collective, elle est importante au sein du MAP et c'est très certainement une des raisons pour lesquelles il réussit aussi bien. Et ça permet aussi, et là j'ai vu dans le programme que vous allez être amené aussi à travailler sur le rapport HTERS, avoir une identité, ça aide aussi à savoir où on va, ça aide à se construire une feuille de route et ça facilite d'autant plus le travail sur justement la façon dont on peut se projeter dans les années à venir. Alors, en plus d'être une unité de niche qui produit une excellente recherche, le MAP, vous produisez de la recherche qui est en lien avec la société tout en étant profondément fondamentale. Et là, en ce qui concerne le CNRS, je dirais qu'on est vraiment dans la vocation qui a été réactivée et qui a été ressoulignée très récemment, de sciences au service de la société. Et ça, sans sacrifier ni la dimension scientifique, ni la dimension sociétale. Et on en a, Pascal vient d'en parler, mais je pense qu'on a une illustration magistrale de cette place à la fois de la science et de la société, avec la place totalement privilégiée de premier plan qu'occupe le MAP dans le chantier de Notre-Dame. Enfin, pour finir, je dirais un petit point sur notre partenariat avec le ministère de la Culture. Je pense qu'en ce qui concerne l'architecture et le patrimoine, le MAP est sans doute l'unité qui symbolise le mieux le partenariat entre le CNRS et le ministère de la Culture.
entre la recherche et l'architecture et le patrimoine, et surtout l'unité qui symbolise et qui illustre le mieux l'excellence que peut produire ce partenariat entre le CNRS et le ministère de la Culture. Voilà, je crois qu'il y a eu pas mal de bonnes nouvelles qui sont arrivées au laboratoire de façon individuelle et collective récemment. Certaines nouvelles devraient être confirmées sous peu. Je pense que ces bonnes nouvelles, elles sont le fruit d'une mobilisation à la fois générale et d'une mobilisation du directeur. Et je voudrais, au nom du CNRS, remercier ici Livio pour l'énergie et le talent qu'il met au service de l'unité, au service du CNRS et au service de la recherche. Et dans ce, alors je dirais pas déluge de bonnes nouvelles, mais il y en a quand même un certain nombre. Quelques-unes sont liées au soutien du CNRS que je voudrais renouveler aujourd'hui à l'unité. J'espère que chacun d'entre vous est bien conscient de sait pouvoir compter sur le soutien du CNRS à l'unité. Et je vous souhaite pour aujourd'hui et les jours à venir un très bon séminaire et des échanges très fructueux. J'ai terminé. Mais je ne vous entends plus du tout. Je ne sais pas si vous m'entendez. Un grand merci Stéphanie Vermersch, Pascal Liévaux pour vos discours, Madame Chabot et Perrault également. Désolé, j'avais oublié. Et pour ces mots qui vont pour moi dans la direction de mes quelques mots d'introduction. Je voudrais insister sur ce point qui était évoqué par Stéphanie Vermersch concernant l'identité. L'identité d'une unité pour moi est solide quand le projet scientifique est capable d'avancer droit en traversant les évolutions des paysages, y compris les paysages institutionnels qui ne cessent d'évoluer, les paysages concernant les conventionnements des unités avec les établissements de recherche, les établissements d'enseignement. Et je pense que ces dernières années, nous avons fait preuve d'être capables d'affirmer notre idée d'avenir, quels que soient les paysages institutionnels, quelle que soit la condition qui était posée, en adaptant notre manière de faire, en essayant également de faire adapter les tutelles à notre manière d'agir. C'est une sorte de négociation continue que nous avons mis en œuvre. Je pense que c'est important de poursuivre cette piste, même si ça a toujours été fatigant, ça a toujours été dur, mais effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui de préserver cette identité dont l'unité bénéficie.